Bienvenue à cette session où on va parler de la façon dont les ingénieurs Thales utilisent Sens pour accélérer leur travail. Et très spécifiquement, comment est-ce qu'on utilise Sens et des fonctionnalités d'IA et de data pour accélérer les processus d'ingénierie Thales à travers une initiative qui s'appelle Léa, que je vais présenter un petit peu plus en détail. Je suis donc Théo Chamlet, je suis le Chief Product Owner pour les sujets d'IA et de data pour l'ingénierie Thales au niveau groupe. Accessoirement, je suis un ancien Googler et donc j'ai croisé beaucoup d'anciens collègues ici. Je promets, j'ai pas trop de traitement de faveur, un petit peu quand même. Et avec moi, j'ai Alexis. Bonjour à tous, moi je suis Alexis Legros, je suis architecte solution chez Sogeti. Je suis aussi en charge du partenariat avec Google pour Sogeti France. Merci Alexis. Donc, chez Thales, depuis quelques mois, on a lancé une initiative qui s'appelle Léa, qui est une suite de produits data et IA à destination des ingénieurs Thales. Donc le L veut être l'abréviation de Lewis, qui est un programme interne Thales sur la standardisation des bonnes pratiques et des outils d'ingénierie. Et donc là, quand je parle de bonnes pratiques, typiquement, on parle d'agile pour les développeurs logiciels. Donc, comment faire en sorte que tous les développeurs logiciels chez Thales adoptent l'agile. Mais évidemment, chez Thales, il y a beaucoup d'autres ingénieries que le logiciel. On a de l'ingénierie hardware, de l'ingénierie système. Et donc, il y a des bonnes pratiques et des outils différents dans tous ces types d'ingénierie-là qu'on essaye de standardiser au niveau du groupe et où on essaye d'influer des bonnes pratiques. Le E de Léa, c'est pour engineering. Nous faisons partie de la fonction ingénierie à Thales, donc qui représente un petit peu moins de 50% des effectifs du groupe. Thales est une entreprise d'ingénierie avant tout. Et donc nous faisons partie de cette fonction-là et nous faisons des outils pour nos collègues de l'ingénierie pour leur simplifier la vie. Et le A, c'est pour évidemment Artificial Intelligence. Alors même si on ne fait pas que de l'IA, on fait aussi de la data, on ne fait pas que de l'IA agentique, on fait de l'IA plus traditionnelle aussi. C'est quand même un petit peu le cœur de notre mission. Et donc comme je l'ai dit, avec Alexis et le reste de notre équipe, nous sommes en train de construire une suite de produits data et IA sur lesquels je reviendrai. Mais ce n'est au final que la moitié de notre mission. Ce que je considère comme être l'autre moitié de notre mission, c'est la création d'un écosystème d'IA d'entreprise. Okay, parce que faire de l'IA tout seul dans son coin, c'est bien. Faire de l'IA tous ensemble à travers tous les systèmes d'information d'une grosse entreprise comme Thales, en cassant les silos de données, c'est mieux. Okay, et donc pour ça, on a besoin de standardiser des choses, on a besoin que toutes les équipes utilisent les mêmes API, que toutes les équipes s'entendent sur des process de gouvernance, s'entendent sur des protocoles d'autorisation et d'authentification, ce genre de choses. Et donc notre équipe est porteur de ce sujet-là pour l'ingénierie et travaille en collaboration avec d'autres équipes dans d'autres fonctions de Thales pour que demain, quand nous, on va développer une IA spécifique pour les ingénieurs hardware, cette IA-là puisse aller parler avec l'IA qui est développée par la DSI et qui est une professionnelle du SharePoint pour que toutes ces choses puissent communiquer et qu'elles ne vivent pas dans des vases clos et qu'on puisse arriver à un effet de réseau comme ça sur ces technologies-là qui sont nécessaires pour vraiment débloquer la valeur de l'IA dans des process internes d'une grosse entreprise. Donc, j'ai parlé d'IA agentique et je vais essayer de définir un petit peu ce que c'est. C'est un peu le gros buzzword du moment. Alors évidemment, on l'a mis dans le nom parce que ça nous aide à avoir des budgets, mais pas que, on en fait quand même pour de vrai. Donc l'IA agentique, c'est quoi? Vous avez tous entendu parler des LLM que sont ChatGemini, le gros lapsus. ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude, etc. Ce sont des technologies très très impressionnantes, et vous leur parlez, ils vous donnent des réponses, vous pouvez même leur donner des documents et
ils vont vous donner des réponses inspirées du contenu. Mais fondamentalement, ce ne sont pas des technologies d'automatisation. Okay, je suis un développeur logiciel, je veux avoir une revue de code par une IA. Si j'utilise un chatbot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je copie-colle mon code dans la fenêtre du chatbot. Je lui dis, vas-y, fais-moi une revue de code. Il va me donner des commentaires et après, je dois aller implémenter les commentaires qu'il m'a donnés dans mon IDE. Alors que ce n'est pas du tout ça le process de revue de code normal pour un ingénieur logiciel. Le process de revue de code normal, c'est je crée ma pull request dans GitHub ou ma merge request dans GitLab. J'ai un collègue qui vient laisser des commentaires sur mes modifications. J'ai des jobs qui sont déclenchés automatiquement, qui font des scans de sécurité ou ce genre de choses. Et donc, le but, c'est que l'IA s'intègre dans ces process d'ingénierie préexistants. Typiquement, dans ce cas-là, il faut qu'une IA vienne et pose des commentaires directement dans la pull request en laissant du feedback à l'ingénieur logiciel. Et là où l'écosystème est important, ce dont je parlais à l'instant, c'est que faire une revue de code toute bête, c'est bien. Faire une revue de code qui est informée par le contexte du projet, c'est mieux. Okay, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons qu'on a un ingénieur de chez la business unit Avionics de Thales. Il est en train de développer un logiciel embarqué qui va aller dans un cockpit du prochain Airbus ou du SCAF ou je ne sais quoi d'autre. Qui est une revue de code qui dit « Ah, là, tu as oublié, là, c'est mieux si tu as un espace » ou « Là, c'est mieux si tu utilises Camel Case » ou quelque chose. Très bien, c'est bien. Sauf que si l'agent qui fait la revue de code, en plus, il vient dire « Hey, là, tu es en train d'implémenter l'exigence client 1, 2, 3, 4 qui est documentée à tel endroit et en fait, il te manque tel cas d'usage qui est dans le cahier des charges. » C'est vachement mieux. Là, tu es en train d'implémenter un projet en Python, je ne sais pas trop quoi. On a un standard de code Python Thales qui est documenté à tel endroit dans tel document Word. Et donc, il faut que tu l'implémentes. Ou alors là, tu es en train de faire un truc qui est vachement similaire à ce que telle autre personne a fait dans tel autre projet à tel endroit. On va regarder comment ils ont fait. Okay, et c'est seulement en connectant tous ces bots-là, tous ces agents-là, qu'on réussit à avoir, qu'on peut réussir à avoir, à débloquer réellement toute la puissance de l'IA agentique. Bon, j'ai un peu dévié. L'IA agentique, au final, c'est quoi? C'est le mariage entre des bons vieux scripts d'automatisation d'entreprise, comme il en existe depuis des dizaines d'années, et les LLM. Okay, donc les LLM deviennent le cerveau de ces workflows d'automatisation d'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, ils sont capables, on peut leur donner des buts en langage naturel, ils peuvent définir eux-mêmes leur plan d'exécution et dire « Ah, attends, moi je dois faire ça, mais donc pour faire ça, il faut que je fasse telle étape, telle étape, telle étape, que je demande à tel copain qui est spécialiste de tel sujet. » Ils peuvent prendre des décisions, résoudre des problèmes eux-mêmes, tout ça de manière très autonome. Et autonome, mais aussi interactive. Et donc interactive avec les humains pour demander une validation sur quelque chose. Ça, c'est le truc le plus typique. T'es sûr que je dois supprimer la base de données de prod? Là, ça me paraît un peu bizarre quand même. Oui, on va essayer de demander à quelqu'un de valider ça avant que ce soit exécuté. Mais aussi, et comme je l'ai déjà indiqué, d'interaction avec les autres agents pour avoir cet effet de réseau d'agents IA qui permettent d'automatiser un très très grand nombre de tâches et de simplifier la vie des gens. Donc, ça, c'est un exemple au final relativement simple de ce qu'un workflow d'IA agentique, à quoi il peut ressembler. C'est même pas forcément quelque chose qu'on ira implémenter de manière prioritaire. Mais on a déjà quasiment toutes les briques nécessaires pour faire ça. C'est juste qu'on a d'autres sujets à traiter avant. Donc là, imaginons le cas d'un ingénieur qui, tous les matins, veut recevoir un petit résumé de sa journée à venir et des choses sur lesquelles il a à travailler. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va avoir un agent qui... Le laser ne marche pas du tout sur la télé, donc je vais pointer du doigt. On a un agent qui va être déclenché automatiquement tous les matins à 7 h du matin et on va aller regarder les données du projet sur lequel l'ingénieur travaille dans tout un tas de systèmes d'information d'entreprise, typiquement du GitLab, du Jira,
Chez Thales, on utilise Polarion pour la gestion de nos exigences clients, les emails ou tout un tas d'autres choses. Au final, je veux dire, on peut ajouter une liste infinie d'outils à cet endroit. Et derrière, on va envoyer cette information à 2 agents différents qu'on peut d'ailleurs réutiliser dans d'autres contextes. Ici, on les utilise dans ce contexte de résumé de la journée de quelqu'un, mais on peut très bien les utiliser ailleurs. Il y en a un premier qui va faire une analyse fonctionnelle et technique d'où en est le projet et qui va pouvoir dire des choses du genre « Ah bah, là, ton projet, il en est à telle étape. La prochaine fonction à implémenter, c'est tel truc. C'est sans doute sur ça qu'il faut que tu te concentres aujourd'hui. » Et le deuxième agent, c'est la gestion de projet. Et donc cet agent-là, il va plus pouvoir analyser des dépendances entre différentes parties du projet ou même des dépendances externes au projet et dire « Ah ben là, tu dois bosser sur la fonctionnalité ABCD, mais en fait, pour ça, tu es bloqué par telle autre équipe qui n'a pas encore livré son truc et qui est en retard de 2 semaines. Donc, il faut sans doute que tu ailles voir ce qui se passe de ce côté-là. » Et dans la troisième petite case à droite, là, on a un troisième agent qui, encore une fois, lui est assez générique, qu'on pourrait utiliser dans plein de scénarios différents, qui va juste synthétiser toutes ces informations-là et la présenter et l'envoyer sous un format que l'ingénieur choisit, que ce soit par email, via un chat dans Teams, ou je ne sais pas pourquoi nos execs adorent l'idée d'un podcast. Donc faire du text-to-speech et écouter ça dans sa voiture le matin en allant au travail. Moi, ça me fait pas kiffer, mais bon, il y a des gens qui aiment bien ça. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple relativement simple de choses qu'on pourrait faire. En réalité, les choses sur lesquelles on va se concentrer relativement rapidement sont bien plus au cœur des process d'ingénierie, notamment de l'ingénierie logicielle, où on va aller regarder le processus de développement logiciel de bout en bout, et pas seulement la génération de code. La génération de code n'est qu'un petit bout du développement logiciel. On parle là de raffinement de user stories, de génération de tests, d'analyse de pourquoi est-ce que le pipeline de CI a bugué à tel moment, ce genre de choses. Mais aussi de l'ingénierie de vérification et de validation, de l'IVV. Et donc ça, c'est des ingénieurs dont le métier est essentiellement d'écrire des tests. Et pas forcément des tests logiciels. Hein. Quand on a un système d'un véhicule, je ne sais pas, on a un cahier des charges qui dit « Ok, le véhicule, il doit fonctionner de -50 à +50 degrés Celsius. Donc la batterie, elle doit fonctionner dans cette plage de température-là. Il faut qu'on ait un test qui vérifie que cette batterie elle fonctionne dans cette plage de température-là. » Et le test, c'est littéralement mettre une batterie dans un frigo, puis ensuite mettre une batterie dans un four et vérifier que ça fonctionne. Mais quand on a un cahier des charges où il y a 10 000 exigences, à l'échelle, c'est difficile à gérer et ça prend énormément de temps. Et donc avoir un agent IA qui va pouvoir générer ces tests-là à partir d'exigences, potentiellement générer des scripts de tests si nécessaire et analyser les résultats, c'est à l'échelle de Thales énormément d'argent. Donc, maintenant on va passer sur les sujets plus cloud. Évidemment, on est en train de construire tout ça sur Sens, parce que sinon je ne serais pas en train de vous parler au Sens Summit de ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de Sens pour ce projet-là? Évidemment, le premier, alors, outre le fait que Sens est une entreprise Thales et que évidemment c'est pas trop mal, c'est au final qu'une petite partie de nos raisons pour ce choix-là. Une grosse partie de la raison de ce choix, c'est évidemment la souveraineté. C'est pour ça que Sens existe. Comme vous le savez, Thales est une entreprise qui a énormément d'activités différentes et qui est donc sujette à tout un tas de régulations différentes. Quand je parle avec des éditeurs logiciels, j'ai l'habitude de leur dire s'il y a une régulation quelque part dans le monde, Thales y est soumis. Et donc, on traite énormément de données de sensibilité différentes et Sens nous permet ne nous permet pas de traiter toutes les données qu'on possède, hein, évidemment, Thales étant un fournisseur de la défense, on a de la donnée classifiée qui ne peut pas aller sur Sens. Mais à part ça,
ça couvre quand même beaucoup de nos besoins en termes de données. Et donc, on a une seule plateforme qui couvre une grosse partie de nos cas d'usage sur ce sujet-là. Et on n'est pas obligé d'aller courir après différentes plateformes, de réimplémenter les trucs 3 fois de manière différente, etc. En plus, étant basé sur des technos Google qui sont très fortement inspirés de l'open source, et quand je dis très fortement inspirés, c'est des fois juste purement de l'open source. Là, je parle de choses comme Kubernetes ou Composer. Quand demain, on ira faire la même chose dans des environnements coupés d'Internet, classifiés, on a une base technologique pas trop dégueulasse pour aller faire des portages vers ces environnements-là sans repasser de 3 ans d'implémentation derrière. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, jusqu'à très récemment, ce genre d'environnement souverain ne nous permettait pas d'avoir des services dignes d'un hyperscaler avec les performances dignes d'un hyperscaler. Ici, on a des services comme BigQuery, comme Cloud Storage, comme PubSub, qui ont des performances identiques à celles qu'on peut trouver dans la région Paris de GCP. Et même si on n'a pas une quantité de données qui se compte en pétaoctets, avoir du BigQuery, c'est quand même un très gros facilitateur. On n'a pas à se soucier de la scalabilité, on n'a pas à se soucier de bottleneck. D'un point de vue sécurité, il y a toutes les bonnes pratiques de Zero Trust, de Data-Centric Security, etc., qui sont built-in, qui sont des choses que moi, venant du monde du cloud, je prenais un petit peu pour donner. Bon, quand on est obligé de faire des choses on-prem sur des technos un petit peu plus vieilles, c'est un autre monde, on va dire. Voilà. Et le dernier point, c'est le recrutement et la formation. Parce que, encore une fois, on est sur des technos qui sont très largement adoptés déjà dans le monde de l'entreprise, parce que existantes sur GCP. Et donc, on a relativement facilement des gens qui connaissent ces technos-là déjà en recrutement. Quand ils ne les connaissent pas, il y a tout un tas de parcours de formation préexistants où on peut juste les envoyer et puis 2 semaines plus tard, c'est bon, ils connaissent les technos et ils peuvent commencer à être productifs. Et donc ça, c'est sur le côté formation, mais aussi ça a un certain attrait pour les ingénieurs qu'on veut recruter. C'est-à-dire que quand je dis à des candidats, si tu viens chez nous, tu vas faire du BigQuery, du Looker, travailler sur du Kubernetes et toutes les technos à l'état de l'art, c'est quand même vachement plus attirant pour les gens que quand je leur dis tu vas travailler sur des vieilles bases SQL qui ont 15 ans avec des outils de BI qui n'ont pas bougé depuis 10 ans. Ça a un meilleur attrait pour les gens. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser maintenant la main à Alexis qui va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'on fait et de l'architecture notamment qu'on est en train d'implémenter sur Sens. Merci beaucoup Théo. Donc parlons un petit peu plus infrastructure. La première couche qu'on pose, c'est effectivement la couche d'infrastructure. Ce qui est très rassurant quand on découvre la console de Sens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation, mais le fameux « il vous a fallu 4 ans pour changer le logo en haut à gauche », là. C'est ce que moi j'ai constaté quand j'ai ouvert pour la première fois la console de Sens. Et donc ce qui est très rassurant quand on est un professionnel certifié sur GCP, c'est qu'on retrouve instantanément ces marques. Sur Terraform aussi, on n'a pas de surprise. Et tout ce qu'on est habitué à faire dans un contexte Google Cloud standard, modulo le nombre de services disponibles, on le refait à l'identique dans Sens. Et typiquement, à la question, est-ce que sur un projet, avoir les environnements de test, d'intégration et de qualif dans GCP et la recette, le staging et la prod dans Sens, c'est possible? Moi, je serais prêt à signer sur un projet comme ça sans souci. Sur cette infrastructure, la première couche importante qu'on va venir poser, c'est la couche de données, toute la partie ingestion, la partie processing aussi, la préparation de la donnée pour les use cases ensuite qu'on va construire. Une couche très importante, c'est la partie analytique, parce que c'est super d'avoir plein de données dans BigQuery. Pouvoir l'explorer, c'est beaucoup plus important, et on verra du coup un peu plus loin qu'est-ce qu'on a mis en place comme outil d'analytique. On va s'intéresser ensuite au pan agentique. C'est un peu plus compliqué à faire que juste de l'exploration. Donc on a une première couche de fondation qui va être de poser des LLM, basiquement, dans notre architecture.
Ensuite, les capacités agentiques. Donc là, c'est venir fournir le nécessaire à des agents. Théo parlait tout à l'heure de use case assez complexes. On va potentiellement interagir avec des systèmes existants, des systèmes tiers, etc. Et donc, il y a toute une couche à mettre en place pour permettre à l'agentique de contacter ces systèmes et donc de quelque part réaliser des actions en tant que l'utilisateur, et on comprend rapidement les problèmes d'authentification que ça cause aussi. Et au-dessus de ça, on va venir mettre une plateforme agentique qui permettra du coup de produire des agents, de les construire, de les créer, de potentiellement les faire travailler entre eux, si on veut faire des systèmes multi-agents. Et c'est sur cette base-là qu'on va venir du coup installer nos cas d'usage et qu'on mettra ensuite à disposition des ingénieurs. Maintenant qu'on a vu la version verticale, je vous propose une version un peu plus plane. On a un découpage en modèles. Donc dans Léa, on a d'abord ce qu'on appelle le Data Hub. C'est ce qui va regrouper toute la partie traitement de données, l'ingestion, la préparation, mais aussi toute la gouvernance. Il y a un point qui est quand même très, très crucial et Théo l'a très bien soulevé. On a des niveaux de diffusion qui sont très restreints, on a des niveaux de classification aussi qui sont très complexes chez Thales. Et donc on se retrouve avec un besoin fort de s'assurer que les utilisateurs ne voient que ce qu'ils ont le droit de voir. Donc et pour ça BigQuery est d'une aide absolument primordiale. Au-dessus de ce Data Hub, on va avoir toute la partie dashboarding sur l'analytics, avec une notion de librairie sur des graphiques qui sont réutilisables, mais aussi des dashboards qui sont déjà disponibles. Et à côté de ça, du self-service pour permettre aux utilisateurs d'explorer la donnée, potentiellement de mettre à disposition des dashboards aussi d'autres collaborateurs. Et à côté du coup de ce Data Hub, on va avoir ce qu'on appelle l'Agent Garden, qui va être toute la partie connecteur d'agents, toute la partie, on va dire, GenAI et agentique, avec un point qui est très important, mais non, ça ne marche pas le pointeur, la sécurité et la confiance. On sait que dans les sujets agentiques IA, il y a toujours un vrai stress, presque plus encore que la partie cybersécurité ou au moins équivalent, qui est le bon usage éthique et correct de l'intelligence artificielle. On verra un petit peu plus tard comment est-ce qu'on fait la supervision de ça. Et ensuite, du coup, la couche qu'on expose, de la même manière que les dashboards, les agents, avec encore là une librairie d'agents à disposition des ingénieurs, et la capacité aussi de faire du self-service et potentiellement de définir les agents. On va rentrer un peu dans le détail et lever un peu le capot. Donc on commence par ce qu'on appelle une landing zone chez TP Sens. La présentation est à côté, mais vous avez choisi la bonne salle, c'est une excellente nouvelle. Donc une landing zone chez TP Sens, c'est basiquement un projet GitLab et un projet Sens. On en a deux, une de staging, une de prod, et puis une autre sandbox, mais qui sert vraiment pour les tests. Dans cette landing zone, on va commencer par poser la partie ingestion de données, parce que c'est forcément le point de départ de tout. D'accord. Comme vous avez pu le voir sur les roadmaps et sur le portfolio de services, il manque quelques éléments. Donc si vous êtes coutumier de Google Cloud, vous pouvez voir qu'on a remplacé du coup pour l'orchestration Composer par Airflow, qui est du coup hébergé dans un Google Kubernetes Engine Autopilot, et qui nous sert du coup à lancer des jobs DBT. Je ne sais pas si dans la salle vous connaissez DBT, mais c'est en gros un framework qui permet par le SQL faire de l'ingestion, du processing de données, avec une très bonne visibilité sur tout ce qui est historique de la donnée, d'où elle vient, comment elle a été créée, et associé à Composer ou dans notre cas à Airflow, c'est un couple vraiment très intéressant pour avoir une bonne visibilité de l'origine de la donnée et du plan d'ordonnancement. Cette donnée, on la gère et du coup, on a toute notre partie du coup, de stockage de données qui s'appuie massivement sur BigQuery, aussi sur CloudSQL pour des besoins spécifiques, et puis sur Cloud Storage pour du stockage fichier. Pour construire et pour piloter cette landing zone, on a une équipe de data engineers, d'admin, de DevOps qui du coup déploie, pilote cette plateforme. Et on s'appuie sur les services Thales hébergés dans Sens, donc un GitLab, un Artifactory, une suite aussi d'outils de sécurité, ce qui nous permet du coup d'avoir aussi notre observabilité intégrée dans Sens et donc d'avoir tout cet écosystème-là qui est exclusivement dans Sens. Donc, sur cette partie-là, pour l'instant, on ne sort pas encore. C'est exclusivement pour d'autres besoins qu'on va s'appuyer sur des services partagés qui sont à l'extérieur de Sens,
toujours sur des réseaux sécurisés, mais par exemple pour avoir accès aux librairies d'images durcies des équipes d'ingénierie Thales, etc. Et aussi potentiellement à des applications externes pour aller chercher des données, les ingérer, etc. Là, c'est très bien, on a traité notre donnée. Maintenant, l'idée, c'est de l'exposer, de la mettre à disposition. Pour ça, on a donc hébergé un Looker on-prem dans un GKE, parce que Looker n'est pas encore, mais il n'est malheureusement pas encore dans la roadmap. Je ne sais pas si tu as vu ce matin, mais ce ne sera pas encore pour cette année, Théo. Donc, pour l'instant, on a un Looker qui est hébergé dans GKE. J'en profite pour remercier les amis de Sens et de Google qui nous ont beaucoup aidés sur cet hébergement. Parce que faire le lien depuis GKE dans Sens avec BigQuery sur Looker, ça a été un peu un challenge, mais finalement, ça marche extrêmement bien. Donc, mais c'était vraiment un beau challenge. Et une fois que notre data hub là est complet, on a notre dashboarding qui est prêt, du coup, nos ingénieurs peuvent accéder à la data vis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté Looker, mais en termes de capacité d'exploration de données, c'est vraiment très impressionnant. Donc là, on a vu du coup le petit pan gauche, les palettes gauche un petit peu de la partie infrastructure. Je vous propose maintenant de passer sur la partie Agent Garden. Donc on garde sensiblement la même coquille, on est toujours dans le même projet Sens. La première chose qu'on va faire, c'est nos fondations GenAI. Donc vous l'avez vu, Vertex AI n'est pas encore là. Ça devrait être pour H1, normalement. On pourra switcher. Et donc, c'est du déploiement de Ollama avec deux modèles GEMA, un GEMA 3 270M qui lui tourne sur CPU et un GEMA 3 4B qui lui tourne sur GPU et qu'on démarre plutôt à la demande pour les tâches qui nécessitent vraiment beaucoup de puissance. Et on a aussi disponible, je ne sais pas si vous avez remarqué, le M qui s'est invité en bas dans les shared services. On a aussi à disposition un Mistral qui est disponible par API dans les shared services qui n'est pas côté Sens. Et qu'on sollicite aussi pour certaines tâches précises. Une fois que nos LLM sont disponibles, on va être capable de commencer à travailler sur la couche, sur les capacités agentiques, d'accord ? Donc ça va être tout ce qui, on le disait tout à l'heure, hein, tout ce qui est MCP servers pour pouvoir, par exemple, se connecter à Jira, se connecter à GitLab, ces choses-là, et qui nous permettront donc ensuite de construire l'agentique. Sur la partie AI, tout ce qu'on a fait en amont sur la partie Data Hub, on vient le réexploiter et du coup alimenter nos agents avec les données qu'on a processées, qu'on a ingérées, etc. Et cet AI Hub, il est forcément monitoré de manière extensive. Il faut absolument qu'on soit en contrôle et en maîtrise de ce qui se passe côté agentique. Et c'est pour ça qu'on se base sur Phoenix et sur Loki pour le log et la traçabilité, du coup, de ce qui se passe dans notre hub et dans les agents et dans les serveurs MCP. Il n'y a plus qu'à exposer maintenant. Donc on installe une gateway, un registry. Alors pour ça, on est encore en test sur ces parties-là. On ne sait pas encore si les technos seront finalisés. C'est pour ça que cette fois-ci, il n'y a pas de logo. Mais une fois que du coup notre gateway est en place, de la même manière, elle réfère au bloc de logging et de monitoring tout ce qui se passe sur ces interfaces. Et donc on a nos utilisateurs, mais pas que. On est aussi en capacité du coup de proposer à d'autres applications tierces, tant qu'elles sont sur le réseau Thales, d'accéder et de potentiellement exploiter aussi un MCP serveur ou un agent qu'on aura exposé par notre gateway AI. Voilà. Et on a fini. Merci Alexis. Il est 18h05. On a tenu le timing. On a tenu le temps. Je pense que tout le monde a envie de partir, mais si vous avez des questions, c'est le moment. On peut rester encore un peu, nous, ça va. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pour de vrai, c'est le moment pour les questions. Oui. J'avais juste une question. Je pense que là, quand on parlait d'une landing zone de Thales, je crois que avant, il y a du travail à faire, non ? Je pense que vous avez déjà une landing zone avec toute la partie landing zone en termes d'organisation, d'identity, toutes ces approches-là. Tout ça. Et ça, c'est un projet dans ce landing zone, c'est pas ça ? C'est ça. En fait, toute cette partie-là nous est fournie par une autre équipe chez Thales qui s'appelle TP Sens, qui est dans la salle d'à côté, en train de présenter. Et donc nous, on va juste les voir. On leur dit on a besoin d'une landing zone. Et ils nous fournissent des projets tout préconfigurés avec toutes les règles de sécurité, les connexions réseau qui vont bien, etc. etc.
Typiquement, c'est la terminologie, c'est vrai que Ralph, on travaille ensemble, et du coup, on a l'habitude de dire qu'une landing zone, c'est ce qu'on va préparer pour une entreprise, pour ensuite venir mettre des projets. Dans la terminologie de TP Sense, donc Thales... Thales Private Sense, ou un truc comme ça, je crois. Thales Platform, je pense. Enfin, bref. Enfin, les gars d'à côté. La terminologie landing zone, c'est un projet et ce qui vient avec. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'Artifactory qui est créé, le projet GitLab, etc. Et donc, nous, par exemple, on a déployé nos GitLab Runners par Terraform, ce qui nous permet du coup de nous raccrocher à notre groupe, etc. Et ensuite de faire nos pipelines de déploiement. C'est clair, merci. Mais c'est pour l'enregistrement, je pense. C'est pour la caméra. Du coup, je suis un peu perdue parce que j'ai en tête que chez Thales, il y a une entreprise de services numériques qui s'appelle TSN. Oui. Et quelle est la différence entre TSN et TP Sense? Est-ce que TSN fait aussi des landing zones? Moi, j'ai en tête qu'ils en font chez certains clients. Oui, TSN est une entreprise de consulting qui peut faire ce genre de service pour tout un tas de clients, que ce soit Thales ou autre, alors que l'équipe TP Sense fait ça vraiment, ils font partie de la DSI Thales. Et ils font ça pour des équipes Thales qui veulent déployer des applications Thales dans des environnements Thales. D'autres questions? 3, 2, 1. Merci à tous et bonne fin de journée.